Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Française, Français, la situation est grave. On est bien là ou pas? On est bien. Après, je sais plus quoi dire. Française, Français, la situation est grave, tu laisses un blanc. Voilà, c'est ça. Après, un blanc d'une durée indéterminée. Je crois pendant 10 ans. Voilà, c'est le plus gros blanc de la Terre. Ah oui. On est ravis de vous retrouver. 0826 300 300, les vraies voix, Guillerette, vous l'avez entendu déjà. Et puis, vous pouvez nous laisser des messages au 0826 300 300 avec mon Philippe David. Bonjour, mon Philippe David. Bonjour, ma Cécile. Vous serez mon Premier ministre. Oh bah, magnifique. Tiens, vous voulez que je fasse écouter quelque chose? Avant le deuxième, quoi? Vous voulez que je fasse... Tiens, bah écoutez ça. Oui, on écoute. Ras-le-bol du bashing des jeux, quoi. Elle a raison. Arrêtez, mais ras-le-bol. Ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Ras la casquette. De toute façon, on est là et on le fait. Cécile de Ménibus, dans un mois, elle va faire trempette dans la Seine à Hidalgo. Vous y allez avec elle? Absolument pas. Espèce de peine à jouir. Philippe Bilgère. Encore moins. Espèce de peine à jouir. Oh, vous êtes une jouisseuse, Françoise de Gaulle. Vous êtes de gauche, vous allez y aller. Mais certainement pas, même pas en rêve. De toute façon, je veux pas me baigner Donc avec... vous êtes une peine à jouir. Mais je veux pas me baigner avec Emmanuel Macron et Laurent Nunez, surtout. Vous voyez Mais ce que et je veux avec dire. Anne Hidalgo? Mais bien sûr, mais... Si, moi, Laurent Nunez, je veux bien. Écoutez, c'est pas ça. Moi, je trouve qu'elle a... Excusez-moi, arrêtez de lui taper dessus. Elle a absolument raison et ça me fait marrer. Il y a un Mais côté... vous êtes comme une peine à jouir, vous n'allez pas vous baigner. Non, je veux pas me baigner, mais elle parlait pas de ça. Elle parlait des jeux en règle générale, de tous les peines à jouir qui râlent, qui gueulent. Qui vont se baigner, je te signale. 4 peines à jouir. Vous êtes un peine à jouir, vous y allez... Non, mais moi, plus sérieusement, je trouve que c'est honteux que la 21e personnalité de l'État, parce que la mairesse de Paris est constitutionnellement la 21e personnalité de l'État. On peut pas parler comme ça. Ah oui, Non. quand Emmanuel On Macron finit le raconte sondage. n'importe quoi, Maxime, ça Aude, me vous gêne allez pas. vous baigner ou pas? Non. Non, bah, aucun. Fierté de Macron. Écoutez, vous avez 100% de peine à jouir dans le studio des vraies voix, Cécile. Et on assume. Mais là où vous êtes tordu et torf, comme je vous reconnais, ces propos, vous mélangez tout. Ces propos ne parlaient pas des gens qui voulaient pas se baigner. Ces propos parlaient des gens qui râlent comme vous, comme Philippe Bilgère depuis des mois et des mois. Alors que Sébastien, alors que Robert Ménard, alors que Sébastien Ménard et moi-même, nous réjouissons des jeux. Mais comment? Mais qu'est-ce que j'apprends? Et pourtant, Ménard est avec nous. nous subissons aussi, Allez. je dirais, un certain nombre de désagréments au quotidien. Oh, ça va, vous habitez Non. pas Paris. Je vois pas ce que vous subissez à Biarritz. Excusez-moi, Non, ça y mais- est, vous avez fini de râler, on peut y Ouais, aller? ouais. Parce que ça va durer 2 heures la Vraiment des râlerie. peines à jouir. Elle est en forme, Françoise de Gaulle, ça y va. Allez. Je suis à fond. Elle est en forme de quoi? C'est horrible. Allez. J'adore, c'est drôle. c'est Bienvenue drôle. à tous. Ah, Allez, c'est drôle. on y va les amis. Au sommaire de cette émission, plus sérieusement, à 17h30, le grand débat du jour. 9 jours après l'évasion, au cours de laquelle 2 surveillants pénitentiaires ont été abattus, des révélations montrent que Mohamed Amra dirigeait son entreprise criminelle depuis sa cellule. Il disposait de téléphones, de chicha, de livraison de cannabis, de nourriture. Il négociait des achats d'armes lourdes. Il donnait même des instructions en temps réel lors des livraisons de drogue ou d'attaques de gangs rivaux. Alors parlons vrai, y a-t-il un laxisme dans les conditions de détention en France? Est-ce que l'État laisse faire pour acheter la paix sociale dans les prisons? Est-ce que cela fait encore baisser la peur de la prison quand on voit qu'on peut y mener ses opérations mafieuses en toute tranquillité et en toute sécurité? Et à cette question, la prison est un système corrompu? Vous dites oui à 96%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et on posera la question à Emmanuel Chambaud, qui est secrétaire général de l'UFAP-UNSA, justice et syndicat de gardiens de prison. Et puis 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. Ils ont entre 35 et 28 ans. Le Premier ministre Gabriel Attal va débattre ce soir avec le président du RN, Jordan Bardella. Émission aux allures de débat, d'entre-deux tours d'une présidentielle où les autres listes se sentent forcément un petit peu lésées. Et ça met en scène l'alternative affiche finalement entre Macron et Le Pen en 2017 et 2022. Alors parlons vrai, est-ce que Attal et Bardella représentent la nouvelle génération de politiques? Est-ce qu'ils sont quelque part en train de ringardiser Macron et Le Pen? Les imagineriez-vous face à face en 2027? Et à cette question, débat Attal-Bardella, la nouvelle génération de politiques est-elle crédible? Eh bien vous dites non à 83%. Vous voulez réagir? Encore et toujours, Aude et son sourire légendaire vous attendent au 0826 300 300. On vous souhaite les bienvenus, les vraies voix, jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour nous accompagner, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais moi j'ai peur que ça s'attrape. C'est quoi, Moi j'ai peur que le staphylocoque de la connerie s'attrape autour de cette table. J'ai le Ah bah droit. ça, c'est Mais c'est oui, sûr, mais c'est je l'ai contagieux. déjà, oui, nous on est immunisés avec Cécile, donc on est tranquille. Nous, on est nés avec, donc c'est le problème. Philippe Bilgère. Été touché, en tout cas. Par vous.
Pas encore. Non, dites donc, Philippe Bilger, ça va Philippe? Très bien, je me sens un peu fatigué parce que j'ai passé une très bonne soirée hier soir, mais j'ai peu dormi. Ah bon, d'accord. Ouais. J'ai peu dormi. On se demande bien ce qui s'est passé hier soir. Bien des questions. Non mais il faut pas... Mais donc je risque de perdre au jeu. Allez, très bien. Comme tous les jeudis. Non, excusez-moi, Sébastien Ménard. Nous, on n'est pas comme le gouvernement, on anticipe les réponses. Allez, Ça s'appelle une dictature, hein. Et puis si t'as pas la bonne réponse... Oui, tout va bien. Françoise Degois est avec tout nous. Tout va très bien. Bonjour Thierry, Françoise. salut les amours. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech, consultant et président du comité éditorial du journal quotidien Presse Libre. Ça va ce journal? Tout va bien? Il va bien, on vous attend d'ailleurs. Et vendeur de saucisses éventuellement le week-end. La fête de l'humain, le Biarritz olympique, on y va. Et alors, le club de basket, Paula Ortez, qui n'est pas du tout une actrice porno. C'est Paula. À quand le curling? Oui, ce n'est pas un gâteau à faire apéritif, Philippe. Non, mais de toute façon, j'imagine pas trop Sébastien Ménard sur des patins avec un balai. Mais bon, c'est bravo. Patins, comme rouler des patins, oui, mais pas sur un balai. Allez. Non, allez, on plaisante, on fait un petit peu d'humour, ça fait du bien. On écoute notre répondeur au 0826 300 300. Bonjour, je suis Diane de Perpignan. Et pendant le Covid, où ils étaient la SNCF, ils étaient bien chez eux au repos, qui était essentiel? Quand on allait aux commissions, c'était bien les caissières qu'ils ouvraient au risque de leur vie. Il y en a qui sont mortes au risque de leur vie. Ça, c'était essentiel. Les agriculteurs, parce que eux, ils nous ont donné à manger. Ça, c'était essentiel. La CNCF, vous voyez, moi, je ne les trouve pas si essentiels. C'est ça pour gagner 1 900 € par mois. 1 900 € de prime, excusez-moi. 1 900 € de prime. Voilà. Merci. Au revoir. Voilà. Considéré comme essentiel. L'accent est délicieux, mais oui, parce qu'elle dit pendant le Covid, la SNCF, elle était arrêtée, le pays s'est maintenu. Ils sont pas si essentiels que ça parce que les agriculteurs, ils travaillaient, les caissières, il y en a qui sont morts quand elles travaillaient. Et elle dit 1 900 € de prime, c'est quand même bien payé pour pas bloquer le pays, quoi. En fait, au niveau des primes, je suis surtout choqué par le fait que les cheminots aient 1 900 comme les policiers. Je trouve anormal que les policiers n'aient pas d'avantage. Oui, ça c'est vrai, vous avez raison. Oui, je comprends pas bien le raisonnement. Bien sûr que pendant le Covid, la SNCF n'était pas essentielle puisqu'on avait interdiction de se déplacer. Donc forcément, elle était mise à l'arrêt. Je la trouve notre auditrice. Non, je pense qu'elle joue sur le terme en disant essentiel pour le. Bien sûr que c'est essentiel. Heureusement que vous avez des gens qui savent faire rouler des trains. Je veux bien qu'on dise qu'ils foutent rien les cheminots, mais la réalité, c'est que quand vous êtes au volant d'un TGV qui roule à 400 dans la grande ligne droite d'Avignon, excusez-moi, il faut savoir faire son travail. Sébastien Ménard. Moi, je suis pas choqué par l'idée d'aider un peu les fonctionnaires qu'on va nécessairement solliciter beaucoup sur cette séquence, pour autant qu'on les sollicite beaucoup. Voilà, donc s'ils sont effectivement beaucoup plus sollicités qu'à l'accoutumée. Et donc ça doit être du cas par cas. Je pense qu'il faut effectivement que ça soit du cas par cas. On reparlera d'autres sujets un peu plus tard, mais il est normal en tout cas que les forces de l'ordre soient, en tout cas, ce qui n'est pas le cas, mais soient un peu plus aidées que d'autres. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Diane de Perpignan. Voilà, et pour éviter le train-train, voilà. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu, et puis notre réquisitoire de notre procureur. On parle de quoi, Philippe ? De Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron, 2 discours, 2 tempéraments. Vous êtes les bienvenus sur Sud Radio, en tout cas jusqu'à 20h avec les vraies voix. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à vous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, on est ravis de vous accueillir tous les jours avec des menus, j'espère, appétissants. Oh oui. Et puis caloriques et hyper protéinés. Oui, absolument. C'est bien pour les vacances à venir. En tout cas, on espère que vous avez passé une très jolie journée. On est jeudi. Le jeudi, c'est toujours un peu plus compliqué que... Comme ces choses-là sont dites. Non, pas du tout. C'est la bascule avant le week-end. Ah oui. Ah bah oui. Regarde, Françoise a toujours peur qu'on parle d'elle. Voilà exactement ce que je me disais. Mais vous aviez raison, Françoise. J'ai menti, je parlais bien de vous, effectivement. Donc le mardi, c'est dur aussi. Sébastien Ménard est avec nous, Françoise Degois. L'an prochain, je m'éliminerai, comme ça vous resterez entre vous, vous serez très contents. Vous racontez des trucs, tout le monde applaudira à vos éditos débiles. Philippe David, il n'y aura aucune contradiction, ça sera très une bien. peine à jouir de moins. Allez, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On est à fond. On va parler de la Nouvelle-Calédonie.
Calédonie, des obsèques de Jean-Claude Gaudin et puis de la grève dans l'audiovisuel public. Toutes les stations, les radios, les télés en France quelque chose. Aujourd'hui, c'était de la musique et des messages de grève. En 3 mots, ça donne apaisement, adieu et fusion. Voilà quelqu'un de sérieux, Félix Mathieu. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est une analyse verbale du discours d'Attal sur lequel vous allez requérir, monsieur le procureur. Hier, en écoutant le discours de Gabriel Attal lors de l'hommage national et en le comparant à celui qu'aurait tenu Emmanuel Macron, j'ai trouvé vraiment le discours de Gabriel Attal dans sa factualité tragique, dans son réalisme, au fond très objectif et très précis, révélateur d'un caractère pragmatique, réaliste, actif, très différent de celui du président, tel que j'aurais imaginé son discours, comparable au précédent, dans le lyrisme, parfois même jusqu'à l'abstraction, et au pire jusqu'à jusqu'à l'enflure. Ouais. Voilà. Et donc c'est très passionnant de voir cette banalité que 2 discours, 2 tempéraments, 2 caractères radicalement différents. Françoise Degois. Non mais vous êtes complètement envoûté par Gabriel. J'ai ajouté pas d'idolâtrie. C'est une analyse technique. Ce discours n'est ni beau, ni grand, ni bon. Il est juste froid. Il est juste effectivement factuel. Je n'ai jamais trouvé Emmanuel Macron grandiose dans ses discours non plus. Il est bien plus fort dans son contact direct. Franchement, ce discours, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Mais je vous laisse absolument juge de vos émotions. Sébastien Minard. Si, moi je trouve, je suis complètement aligné sur ce que, sauf jusqu'à l'enflure, voilà. Donc jusqu'à l'enflure, je ne souscris pas. Vous êtes plus Monsieur sévère. le procureur. Non, je suis d'accord que souvent on a des envolées lyriques qui nous envoient vers un imaginaire parfois un peu incertain quand le président essaye de transcender le réel. Là, pour le coup, on a Gabriel Attal qui colle au réel et qui met des mots sur ce que pensent les Françaises et les Français. Donc bravo à lui. Ça, c'est pas gentil du tout, ça, monsieur le réalisateur. Mais c'est bien sûr. Du tout. Merci, le réalisateur. Allez les amis, tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont Félix, apaisement, adieu et fusion. L'apaisement, oui, mais pas de retour en arrière, dit Emmanuel Macron de passage en Nouvelle-Calédonie. Il donne 1 mois pour négocier sur l'avenir de l'archipel. Il souhaite aussi un vote des Calédoniens. L'adieu de Marseille à Jean-Claude Gaudin. Les obsèques de l'ancien maire avaient lieu aujourd'hui en présence de Brigitte Macron, Nicolas Sarkozy, Christian Estrosi ou encore Albert II de Monaco. Et puis, les ambitieux y voient une BBC à la française, les nostalgiques une ORTF du 21e siècle. Les chaînes de télé et de radio publiques étaient en grève aujourd'hui contre le projet de fusion dans une entreprise unique du service public. Les vraies voix Sud Radio. L'adjudant-chef Xavier Salou, le gendarme Nicolas Molinari, Chrétien Nérégotte, Stéphanie Doka, Pierre-Yves Girol et Djibril Salo. 1 minute de silence pour les morts des émeutes et puis beaucoup de paroles échangées ensuite en Nouvelle-Calédonie. Arrivé sur place, Emmanuel Macron entend promouvoir l'apaisement mais sans retour en arrière suite aux 3 référendums perdus par le camp indépendantiste ces dernières années. L'apaisement ne peut pas être le retour en arrière. L'apaisement ne peut pas être de ne pas respecter l'expression populaire qui s'est déjà jouée. L'apaisement ne peut pas être de nier en quelque sorte un chemin qui a déjà été fait. Néanmoins, nous devons remettre toutes les parties prenantes autour de la table. La première chose, c'est l'ordre, le calme, la paix. Et la situation qui est encore aujourd'hui en cours, évidemment, nous préoccupe. Je sais la très grande fatigue de beaucoup de familles, l'inquiétude. Dans les prochaines heures et les prochains jours, ce seront de nouvelles opérations massives qui seront programmées partout où c'est nécessaire. Le chef de l'État donne quelques semaines aux différentes parties prenantes pour négocier. Il promet un point d'étape d'ici 1 mois et souhaite à terme un vote des Calédoniens en cas d'accord sur l'avenir institutionnel de l'archipel. Le chef de l'État promet aussi une aide d'urgence pour la reconstruction suite aux dégâts des émeutes. Enfin, il ne souhaite pas de prolongation de l'état d'urgence, justement. Finalement, son séjour là-bas n'a pas été totalement inutile, quoique l'apaisement, on ne change
change rien et en même temps il promet une sorte de compromis qui va se dégager. Mais peut-être pourrez-vous m'éclairer. C'est pas mal. Je trouve que honnêtement c'est pas mal. Il est dans une logique de donnant-donnant. Je pensais que ça serait plus fiasco que ça. Je pensais aussi qu'il annoncerait le retrait du projet de loi. Il ne l'annonce pas, mais quand même, quand on lui pose la question, il explique, il dit bien les choses. Si le calme est revenu, si tout le monde fait preuve de bonne volonté, là, on prendra du temps, on n'ira pas au Congrès. Allez, Sébastien, vite. Oui, il veut essayer de donner, comme le dit l'expression, un peu de temps au temps pour faire en sorte que les interlocuteurs sur place se reparlent, ce qui est, au moment où on se parle, toujours pas le cas. Allez, on passe au rolling des européennes avec 2 records aujourd'hui. D'abord le RN de Jordan Bardella au plus haut depuis le début de ce rolling, 33% des intentions de vote, un score jamais atteint. D'un autre côté, les écologistes de Marie Toussaint atteignent leur plus bas niveau, au contraire 5% à la limite de ne pas avoir d'élu si le scrutin avait lieu aujourd'hui. On trouve toujours sinon la liste Renaissance de Valérie Ayet, talonnée par la liste PS de Raphaël Glucksmann, 16% pour l'une, 15% pour l'autre, un seul point entre les deux. Suivent LR de François-Xavier Bellamy à 7,5%, puis LFI de Manon Aubry à 7%. Alors si vous voulez consulter les intentions de vote de toutes les autres listes, le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI est mis à jour à partir de 17h chaque jour sur sudradio.fr. Deuxième mot, l'adieu de Marseille à son ancien maire. Les obsèques de Jean-Claude Gaudin se tenaient en présence de Brigitte Macron, Nicolas Sarkozy, Christian Estrosi, Albert II de Monaco, entre autres l'ancien maire de Marseille, mais aussi ancien sénateur, notamment entre autres hautes fonctions, comme l'a rappelé le président justement de la Chambre haute, Gérard Larcher, lui aussi présent à Marseille. Votre peine, c'est aussi la mienne. Quand j'avais, comme beaucoup d'autres, noué des liens d'estime et d'amitié avec Jean-Claude Gaudin, je vois les Marseillaises et les Marseillais nombreux. Et je les ai sentis profondément attachés à leur mère. Rendre hommage à Jean-Claude Gaudin, c'est célébrer son indéfectible attachement à Marseille. Et puis, le quartier de Mazargues. Cet ancrage territorial, c'est aussi Zin-Zacharie. C'est dans cet univers qui a aussi inspiré Pagnol que naît alors en lui l'envie, dit-il, à l'âge de 15 ans, de devenir sénateur. Gérard Larcher, le président du Sénat aux obsèques de Jean-Claude Gaudin. Quant à Emmanuel Macron, absent, on en parlait pour cause de Nouvelle-Calédonie, eh bien il a fait lire un message par son directeur de cabinet. Et le troisième mot, la fusion de l'audiovisuel public. L'examen est reporté, Félix. Oui, reporté à l'Assemblée nationale. La nouvelle tombe en ce jour de grève sur toutes les antennes publiques. En raison d'un appel à la grève, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser. De la musique et des messages d'excuses un peu comme ça sur toutes les antennes en France quelque chose. L'examen du projet controversé de fusion de l'audiovisuel public prévu cette semaine est reporté probablement en juin en raison du temps pris par le projet de loi agricole, figurez-vous. Et ce alors que plusieurs centaines de salariés de l'audiovisuel public ainsi que des personnalités, surtout de gauche, se sont rassemblés près du ministère de la Culture à Paris pour protester contre ce projet. Fusion de toutes les radios et télévisions publiques dans une entreprise unique. Fusion aussi avec les chaînes extérieures comme France 24 et Radio France Internationale. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, dans un instant, le grand débat du jour. On va revenir sur cette évasion de Mohamed Amra à Incarville. Le Parisien révèle que l'homme pouvait en tout cas utiliser des téléphones en prison pour gérer ses réseaux. Alors parlons vrai, y a-t-il un laxisme sur les conditions de détention ? Est-ce que l'État laisse faire pour acheter la paix sociale dans les établissements pénitentiaires ? Est-ce que cela fait encore baisser la peur de la prison quand on voit qu'on peut y mener ses opérations mafieuses en toute tranquillité et en toute sécurité? À cette question, la prison est-elle un système corrompu? Vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité sera Emmanuel Chambaud, secrétaire général de l'UFAP-UNSA, Justice et syndicat des gardiens de prison. On vous souhaite la bienvenue et bien entendu, vous pouvez réagir 0826 300 300. On vous attend. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, on est ravis de vous accueillir, en tout cas dans cette émission, et que vous nous accueillez bien sûr chez vous, où que vous soyez. Où de vous attendre, standard 0826 300 300, parce que cette émission ne peut pas se faire sans vous, elle se fait pour vous surtout, pour des éclairages sur l'actualité et que vous puissiez vous faire une idée, même si vous en avez déjà une. Avec Philippe Bilger aujourd'hui, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Allez, tout de suite le grand débat du jour, on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour.
Un directeur de prison condamné à 4 ans de prison ferme. Khalid El-Khal dirigeait le centre pénitentiaire de Fresnes en région parisienne. Une enveloppe de 5 000 € en liquide contre téléphone portable, douche quotidienne, plat de traiteur et même champagne servi en cellule. Les résultats sont importants, 63 téléphones portables saisis, 24 clés USB, 16 cartes SIM. En tout, l'an dernier, 53 000 téléphones ont été saisis en prison. Et donc 9 jours après l'évasion au cours de laquelle 2 surveillants pénitentiaires ont été abattus, des révélations montrent que Mohamed Amra dirigeait son entreprise criminelle depuis sa cellule. Il disposait de téléphones, de chichas, de livraisons de cannabis et de nourriture et négociait des achats d'armes lourdes. Il donnait même des instructions en temps réel lors de livraisons de drogue ou d'attaques de gangs rivaux, Philippe. Alors parlons vrai, y a-t-il un laxisme dans les conditions de détention en France? Est-ce que l'État laisse faire pour acheter la paix sociale dans les établissements pénitentiaires? Est-ce que cela fait encore baisser la peur de la prison quand on voit qu'on peut y mener ses opérations mafieuses en toute tranquillité et surtout en toute sécurité? Et à cette question, la prison est-elle un système corrompu? Vous dites oui à 97%. Aude et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Emmanuel Chambaud est avec nous, secrétaire général de l'UFAP UNSA Justice, syndicat de gardiens de prison. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio et d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, la question que l'on pose forcément, c'est est-ce que la prison est un système corrompu? Forcément, on est en droit de se poser peut-être cette question. Alors, il me semble que la question de Sud Radio est trop bienveillante parce paradoxalement, parce qu'elle laisse croire qu'en réalité, l'État délibérément accepte l'état de dégradation absolue de la prison, comme s'il y avait là un dessein de sa part pour stopper la fronde sociale. Mais pas du tout. Nous avons un État qui est complètement dépassé depuis, je dirais, 40 ans et encore plus depuis Emmanuel Macron par la crise et le délitement de l'univers pénitentiaire. Premier point. Et donc, il est évident que ce qui a été révélé par le Parisien, en réalité, existe depuis longtemps et Jean-Christophe Couvi, ailleurs, a démontré qu'il y a une multitude de jeunes Amra dans les prisons qui dirigent de la même manière, parfois, les activités délictuelles ou criminelles à l'extérieur. Deuxième élément, et fini, je trouve anormal que jamais la France n'ait des ministres qui tirent la responsabilité de leurs échecs. On a la prison dans un état lamentable. On a 2 assassinats. On a un garde des Sceaux qui, en réalité, vient assister à des hommages nationaux et n'est capable que de donner des promesses qu'il ne tiendra pas. Je me demande si, au fond, Emmanuel Macron n'a pas rendu un mauvais service à la démocratie en faisant tout, en s'occupant de tout. Les ministres ont l'impression alors qu'ils ne sont jamais responsables de rien. Françoise Dewaere. Non, à la décharge d'Éric Dupond-Moretti, c'est le seul ministre depuis l'Empèbre, j'ai envie de dire, comme on le dirait en Provence, qui a obtenu une augmentation du budget. Donc tout est bouffé par le pénitentiaire et ça sert à rien. Mais non, mais on s'en fout, il l'a quand même obtenu. La droite, sur la 5e, si vous commencez à faire les décomptes, la droite a été bien plus souvent au pouvoir que la gauche, par exemple. Donc vous tapez sur vos propres amis, mon cher Philippe. Moi, je veux bien qu'on dise que tout part. Bah si. Moi, je veux bien qu'on dise que tout part en sucette. Effectivement, j'ai quand même l'impression, je connais pas l'univers pénitentiaire, si ce n'est sur les conditions de vie des prisonniers, sur lesquels j'ai fait beaucoup de reportages avec une dame à l'époque qui était extraordinaire sur ce sujet, qui s'appelait Christine Boutin et qui avait rendu un rapport extraordinaire sur l'état des prisons. Donc ce volet, si vous voulez, du business qui se fait avec des gardiens de prison qui ferment les yeux, je veux bien le croire que ça existe puisqu'on nous le dit, mais là encore j'ai l'impression qu'il y a peut-être un problème de lutte de classe. Mon sentiment est quand même que quand vous êtes un gros narcotrafiquant, vous pouvez acheter beaucoup de services, y compris de l'extérieur, que vous ne pouvez pas acheter quand vous êtes un petit délinquant. Je sais Sébastien Ménard. Alors moi je vais pas souscrire au résultat du sondage Sud Radio là chez les auditeurs. Moi je ne pense pas que la prison est un système corrompu. Je pense que c'est un système faillitaire. Voilà, clairement. Je ne suis quasi convaincu qu'on a des
des fonctionnaires pénitentiaires ou pénitentiaires, je ne sais pas d'ailleurs comment on dit, qui tentent de faire leur boulot, mais à 1200, 1300 ou 1400 balles par mois, subir en sous-effectif vraisemblament dans des conditions de travail qui sont particulièrement dégueulasses, parce que c'est moi en tout cas j'ai eu dans ma vie précédente le plaisir entre guillemets, j'entends, de visiter deux prisons. Voilà. Fred et les Baumettes, tiens, allez-y. Clairement, ça donne pas envie d'y séjourner et ça donne vraisemblablement encore moins envie d'y travailler. Ah non, c'est pas que c'est fait pour ça. Non, il y a des conditions, Philippe, qui sont du domaine de l'insalubrité totale. Ce que je dis, c'est que on a aujourd'hui, là où on a aujourd'hui des outils techniques et technologiques pour brouiller les communications. On a aujourd'hui des outils technologiques, on nous parle, je sors de Vivatech, mais on nous parle de technologie, d'analyse linguistique, etc., etc. Alors si on décidait d'autoriser les téléphones, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, on peut brouiller quand il y a des mots qui paraissent... L'intelligence artificielle est capable de faire ça. Mais il faut des outils, il faut des moyens, et puis il faut des bras, il faut des hommes. Juste par rapport à ce que vous disiez sur le brouillard, sur les brouillards, par exemple, la prison de la Santé, ce sont les riverains, et c'est tout à fait normal, c'est une prison au cœur de Paris, et qui râle, elle est au cœur de Paris, et qui râle en disant non seulement vous brouillez vos détenus, ok, mais vous brouillez l'ensemble des immeubles. Donc laisse tomber la neige. Il y a aujourd'hui des outils technologiques qui vous permettent de brouiller, voilà, comme le dit Cécile, de manière très précise. Mais il faut mettre les moyens. Il faut revaloriser le personnel pénitentiaire. Il faut recruter massivement. Il faut construire des prisons. Voilà. Les amis, on a un invité qui est avec nous, Emmanuel Chambaud, secrétaire général de l'UFAP UNSA Justice, syndicat des gardiens de prison. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que tout ça porte un discrédit incroyable sur la profession, en fait. Marie. Alors, je voudrais juste m'exprimer en réaction à ce qu'ont dit certains de vos invités. Non, les agents pénitentiaires sont pas corrompus. La pénitentiaire n'est pas corrompue. Le système est à bout de souffle. C'est ce que vient de dire votre dernier invité, le système est à bout de souffle, c'est-à-dire depuis 30 ans, et c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 30 ans moi que je suis rentré dans cette administration, tous les politiques nous ont abandonnés. Ça a été la politique. Peu importe l'étiquette politique, on n'a jamais pris en compte les besoins réels de l'administration pénitentiaire et des agents qui essayent d'exercer leurs fonctions en toute dignité. Parce que entendez qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de ce que veut faire l'État, c'est-à-dire que les prisons, on n'a pas la main dessus, effectivement. On subit la détention. On pourrait mettre des choses en place, mais pour l'instant, l'État est timoré pour les mettre en place. Il y aurait des choses simples à mettre en place pour récupérer cette place qui est la nôtre, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, la loi, elle doit s'imposer à tous ceux qu'on garde. Voilà. Et aujourd'hui, on ne nous donne pas les moyens de le faire. Ni humain, ni matériel. Non, mais c'est passionnant ce que vous dites. C'est très intéressant ce que vous dites parce que ça correspond à tout ce qu'on ressent. Moi, j'ai pas envie de vous taper dessus, j'ai pas envie de laisser penser qu'il y a... D'abord, on n'est pas là pour ça. Non, mais c'est vrai, mais l'idée de la corruption, ça voudrait dire qu'il y a des gardiens qui se font graisser la patte pour permettre aux voyous de faire du... Il y en a quelques-uns, comme l'a montré, mais on peut pas jeter le discrédit sur l'ensemble de la... Mais il y a peut-être des gardiens de prison qui sont corrompus parce qu'on les menace. Voilà, c'est que ça non plus. Non, mais ça peut exister. Est-ce qu'il faudrait, alors moi je vous pose la question, est-ce que d'abord il faudrait fouiller les visiteurs? Est-ce que remettre la fouille des visiteurs, parce que ça rentre bien par quelque part? Qu'a supprimé Rachida Dati. Non, alors attendez, vous dites une bêtise là. Non, c'est les pas visiteurs, on les fouille pas. On les fouille pas, les visiteurs en prison. Oui. C'est ça. Ceux qu'on fouille, c'est à l'issue des visites où on fouillait l'ensemble des détenus qui avaient eu un contact avec l'extérieur. Et là, effectivement, en 2009, c'est Madame Dati qui était garde des Sceaux à l'époque qui a fait voter ça, mais ça a été voté par tout le Parlement à l'unanimité. Bien sûr. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, balayons l'histoire de la politique, parce que ça n'a rien à voir, c'est un abandon de la prison. Voilà, les pénitentiaires en 2009, on a créé l'article 57 qui effectivement supprimait les fouilles systématiques qui permettaient de rendre plus perméable, enfin moins perméable nos prisons. On a supprimé ça en disant que c'était illégal et dégradant. Résultat, aujourd'hui, on s'étonne de trouver. Vous avez raison, on vend des téléphones, on en a trouvé 57 000 l'année dernière. Et 57 000 mais c'est pratiquement le nombre de détenus. Non, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai mal compris votre chiffre que vous avez indiqué. Si, c'est ça. C'est énorme. C'est ce que dit le garde des Sceaux. Vous vous rendez même pas compte de ce qu'on peut trouver. Et je vous parle même pas des quantités de stupéfiants qu'on saisit chaque année. Et dites-vous que ce qu'on saisit, c'est 10 ou 20% de ce qui passe. Parce qu'on n'a pas les moyens de lutter contre ça. Allez, 0826 300. On fait 0826 300 300. Bruno de Béziers. Bonsoir Bruno. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. On vous écoute.
Vous êtes surveillant pénitentiaire, c'est ça? C'est ça, oui. Absolument, on vous écoute. Et quand j'entends le sujet, je pense qu'on peut retourner 10 ans en arrière, vous aviez le même sujet, et dans 10 ans, vous aurez toujours le même sujet, parce que la pénitentiaire, de toute façon, a un gros défaut, c'est qu'elle ne rapporte pas d'argent dans les caisses de l'État. Vous verrez jamais, par exemple, les douaniers, je n'ai pas le souvenir, qui dépendent du ministère des Finances, faire grève parce que eux, ils ont tous les crédits qu'il leur faut. Les gendarmes et les policiers, dans une moindre mesure, rapportent aussi de l'argent à l'État. Et l'administration pénitentiaire ne rapporte pas 1 euro à l'État. Donc ça, c'est un problème duquel il faut parler. Oui, c'est une charge à 100%. C'est intéressant. Ouais. Oui, c'est le bout de la chaîne, donc c'est le bout, la dernière roue du carrosse. Moi, j'ai une question à tous les deux, à Emmanuel et à Bruno, très pratique. J'entendais ce matin, je lisais tous les papiers sur Amra, et j'entendais le nom, la fonction de passeur, c'est-à-dire ces jeunes ou ces moins jeunes qui sont payés à jeter par-dessus les murs. On se demande, quand on est une personne lambda, comment c'est possible qu'on puisse balancer des trucs au-dessus et comment est-ce que comment on va les chercher. Parce que la cour de la prison, c'est pas la cellule, théoriquement. Voilà, c'est pas quand même une balade dans un cloître verdoyant, je veux dire, la cour de la prison. Donc comment c'est possible que des types puissent passer et que surtout il y ait quelqu'un pour récupérer? Emmanuel Chambaud. Si vous voulez, c'est relativement simple. Ils se mettent autour des enceintes pénitentiaires. Ils projetaient par des balles de tennis. Ils ont différents moyens pour projeter. Ils viennent aujourd'hui avec les drones pour livrer, pour être plus précis et avoir moins de déperditions dans ce qu'ils balancent. Mais c'est la vérité. Et si vous prenez un mineur, quand il y a un mineur qui est payé 200 € pour faire cette connerie-là, qu'est-ce que va lui dire s'il a 14 ans? Que va lui dire la justice? Non, mais comment il récupère, Emmanuel, comment il récupère à l'intérieur, monsieur Champeau, à l'intérieur de la prison? Comment ça se récupère, ce genre de truc? Laisse-le répondre. Sur les cours de promenade, par exemple, quand ils balancent sur les cours de promenade, si on n'a pas de fil au-dessus, ça tombe dans les cours de promenade, vous avez 40-50 voyous, ça dépend des structures. À Béziers, c'est une grosse structure, il peut y en avoir plus, par exemple, puisque mon collègue est de Béziers. Vous allez arriver là-dedans, entre-temps, si c'est 2 bouts de shit, un téléphone, ils dissimulent ça. Oui, bien sûr. On peut, on c'est bien, ça, systématiquement. C'est après important de l'expliquer. Ouais, mais ce qui est intéressant aussi, c'est comment circule l'argent, c'est ça que... Et pareil, c'est pareil avec les drones. Les drones, maintenant, ils viennent à la fenêtre des cellules pour livrer. C'est fou. Et on n'a pas grand-chose pour lutter contre ça. On le voit de plus en plus. Allez, le sujet fait beaucoup réagir. Juste après, on prendra André de Nîmes. Bougez pas, André. Bonsoir, André. Vous ne bougez pas. À votre avis, vous diriez que parfois le personnel pénitentiaire est dépassé par les détenus et qu'ils imposent leurs lois? Si vous voulez, à partir du moment où on est prévu pour accueillir 100 détenus, qu'on en a 250, que l'effectif des personnels, lui, il reste constant, voire même il diminue. Comment voulez-vous qu'on ne subisse pas à l'intérieur les choses? On les subit forcément. Le rapport de force, il est complètement inversé. Et il y a en prison, on va se le dire, les cours de promenade sont des zones de non-droit. On n'y rentre pas comme ça dans une cour de promenade. Parce que c'est compliqué. Pourquoi? Et on est susceptible d'avoir des gens... Parce que c'est la bagarre, c'est intéressant. Voilà. C'est des zones de non-droit, on n'a pas la main dessus. Et quand on y rentre, il faut faire attention de ne pas se faire agresser, parce que le collègue peut être en otage, il peut être agressé. Donc quand on y va, on attend d'avoir des moyens pour rentrer dedans, parce que c'est des zones de non-droit. Et dès qu'on laisse des zones de non-droit, les trafics se développent, et le Qaïda prend la place de tout ça, et on perd la main. On a André de Nîmes. Bonsoir André, qui veut réagir au 0826 300 300. Vous êtes aussi surveillant pénitentiaire, a priori? Oui, je suis surveillant pénitentiaire, j'ai travaillé dans un établissement. Maintenant, je suis aux escortes judiciaires. Donc, la prison, je l'ai vue, je la connais, et je connais maintenant l'extérieur avec les escortes judiciaires. Et moi, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on nous redonne le pouvoir. Nous donne le pouvoir de faire ce qu'il y a à faire, et il n'y aura plus rien en prison. Ça sera nickel. Mais c'est ça qui nous manque. On a les mains liées. On peut rien faire. Il n'y aurait plus rien qui rentrerait en prison si on nous donne le droit de le faire. Mais voilà. Et les RPE, c'est quoi les RPE? C'est les règles pénitentiaires européennes. D'accord. Il y a des, en fait, c'est comme, il y a des, c'est comme comment vous dire, les RPE, c'est un logo qu'on met par fierté. Enfin, les directeurs, ils sont contents. On a les quartiers arrivants RPE. C'est une norme. Voilà, c'est comme une norme. Donc, ils sont contents, ils ont leur prime quand ils ont le logo RPE.
Et voilà, donc tout va bien. Voilà, mais on n'est pas dans le réel. Moi, c'est ça, Françoise de Gois. j'ai une question très importante pour vous qui escortez et pour les autres, d'ailleurs, les deux autres professionnels. Quand on sait maintenant qui était Mohamed Amra, moi, j'ai la seule question que je me pose en écoutant les journaux ce matin, c'est comment on n'a pas pris plus de soins lors de son transfert. C'est quand même, ça paraît complètement délirant. Parce qu'on se rend compte que c'est un type hyper dangereux. André et Emmanuel Chambaud. Non. Mais combien de fois ça m'est arrivé d'emmener des gars qui avaient un escorte 2 dans la voiture, et puis le détenu il me dit mais vous êtes que 3 surveillants. Mais c'est pas 3 qui faut de surveillants pour moi. Et en fait, arrivé au tribunal, les juges nous disent mais vous êtes que 3 surveillants. Ah ben non. J'appelle l'Arpège. L'Arpège, c'est ce qui centralise toutes les escortes. Et oui, effectivement, c'est un gros profil. Et on vous envoie les hérisses pour le retour. Mais là, on l'a fait à 3. Enfin, il y a combien de fois ça m'est arrivé ça? Je vous le raconte pas, et aux collègues aussi. Donc merci beaucoup pour tous ces témoignages, beaucoup de témoignages incroyables. C'est vrai que franchement ça fait peur, et surtout on vibre avec vous parce que c'est compliqué quand même. Merci beaucoup Emmanuel Chambaud, secrétaire général de l'UFAP UNSAS Justice, syndicat de gardiens de prison. Faudrait qu'on fasse une émission un peu plus longue sur les gardiens de prison parce que il y a tellement de choses à dire. Bruno, vous restez avec nous, on va vous garder pour jouer au qui c'est qui l'a dit. Parce que si on sait que vous n'êtes pas corrompu, mais ici ils le sont. Je vous le dis tout de suite, ils le sont. Oh là là, oui, j'ai été victime d'une tentative de corruption par une des vraies voix tout à l'heure. Pas moi. Emmanuel Chambaud, merci beaucoup. André, merci beaucoup de Nîmes. On vous embrasse super. Et puis dans un instant le qui c'est qui l'a dit. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h avec nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger, Françoise de Gois, Sébastien Ménard. Un sujet qui nous a forcément touché les surveillants pénitentiaires. Vraiment. Et on est très heureux en tout cas d'avoir Bruno de Béziers avec nous. Et cher Bruno, ça va Bruno ? Très bien, très bien. Très bien, très bien. En tout cas, nous, on est derrière vous avec Philippe David. Les autres, les charognards, on va voir. Les charognards, vous y allez avec le dos de la cuillère, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis en dessous de la vérité. Allez, tout de suite, quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Oui, sauf Philippe Bilger, bien entendu. Cécile, une info. Une des vraies voix. Celui qui perd, d'ailleurs, il n'est pas. Cécile, une info. Une des vraies voix essaie de me corrompre avant l'émission. Est-ce qu'on lui enlève des points ou pas? Sébastien Ménard qui essaie de te filer des barres. C'était Françoise de Gois. Non, c'était Sébastien Ménard. Voilà, c'est bien. 3 déjà, il commence comme ça, c'est pas mal. J'aime bien parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de nous corrompre et lui tout de suite il dit c'est pas vrai. Donc c'est vous forcément. Allez, j'aurais dû être flic. Allez, qui c'est qui l'a dit? Un point, mon cher Bruno, écoutez bien. Ras-le-bol du bashing des jeux, quoi. Ras-le-bol de tous ces peines à jouir qui n'ont pas tous envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Ras la casquette. Qui a dit ça, Bruno? Oh, je sais tenter de dire Hidalgo. Oui. Anne ou Michel? Il me tente de la voir se baigner dans la Seine. Oui. Et nous aussi. Ah oui. Question à 3 points. Les premiers qui ont des photos, on les envoie aux autres. Ah oui. Allez. Question à 3 points. Qui c'est qui l'a dit après avoir croisé Raphaël Glucksmann en campagne à Paris? J'aurais préféré voir Alain Delon. Bruno. Ah, c'est drôle. C'est drôle, oui. Ah oui, c'est très drôle, mais je l'ai pas. Ça doit être Dati, non? Non, c'est un homme politique retiré. Premier ministre. Lionel Jospin. Bonne réponse de Françoise de Gois. C'est étonnant que Jospin dise ça. C'est drôle. Ce qui est quand même bizarre parce qu'en plus il l'a aidé à tracter. Moi je comprends pas trop Jospin, j'ai jamais compris. Alors Jospin, on a coupé un bout de la phrase de Jospin, il a dit j'aurais préféré voir Alain Delon, mais c'est quand même mieux que Françoise de Gois. N'importe quoi. Peu de gens l'ont reconnu d'ailleurs, c'est étonnant. Allez, qui c'est qui l'a dit? Bruno, écoutez bien. Après, Emmanuel Macron pense avoir la vérité sur tout seul, qu'il peut tout régler tout seul, et on voit que finalement ça met le feu au pays. Alors ce n'est pas un homme politique, c'est plutôt dans le monde syndical. Oui. Attendez. Top Bruno. C'est une femme. Je sais.
Oui, je dirais la femme de la CGT. Oui, c'est bonne réponse, Sophie Binet. Elle l'a dit ce matin. Yes. 2 Allez, points. Bruno. Alors, Allez, Bruno. qui c'est qui l'a dit? Ce n'est pas du tout un homme politique, mais c'est quand même quelqu'un qu'on aime beaucoup. Qui c'est qui l'a dit? À 3 points sur Rafael Nadal. Si Rafa dit ciao, c'est sur le terrain. J'espère qu'il va jouer beaucoup plus longtemps que le pense, mais la question, c'est son corps, comme il l'a dit lui-même. Bruno, un très grand joueur de tennis. Là, je sais qui c'est. Ah ben, ça doit être. Attendez, Bruno. Je sais pas, Boris Becker. Federer, J'ai dit elle en l'a dit un peu premier, plus vite. parce qu'il était. Ah oui, je l'ai dit plus tôt. Il était à la Courneuve. Ah bah oui, je l'ai dit. Ah non, plus c'est tôt. moi là. Non, mais Ah non, arrête. elle a été un peu plus rapide. Non, non, Philippe a dit. Je dis ce que plus. Roger Federer, François, Non, c'est mais, Patrick Roger. C'est pas non, du tout c'est pareil. Il y a vrai, une c'est pas collusion, vrai. Philippe Non, mais il n'y a pas David, une collusion, François c'est la Devoix, vérité. Écoute, il était à la Courneuve ce matin. Un en plus. petit peu de calme. La vérité, c'est ce qui me fait gagner. Alors, est-ce que vous avez. S'il vous plaît. Allez, 3 points, j'espère pour Bruno, on croise les doigts, 3 points. Si on ne regarde pas le résultat des élections comme une mesure à laquelle il faut prêter attention, alors qu'est-ce que signifie la démocratie? Bruno. C'est intéressant, ça, c'est Je vrai. dirais peut-être Marine Le Pen. Non. Non, Sébastien Chenu. Non, c'est pas le même bord. c'est non. le 2. C'est Deuxième Mélenchon. personnage Non. de l'État. Ah ben, oui, c'est pardon. c'est Gabriel Attal. Non. deuxième. L'archer, il a été plus rapide. Ah non, Si, là on peut pas être floué Si, deux fois. Si, Non, non, t'as il pas l'a dit été avant. floué. J'ai été floué avec Non, François tu le n'as matin pas été avec floué. lui. Non, mais s'il te plaît, il n'a pas été non, floué. non, à la longue, Non, n'exagère j'ai pas, non, mais suivi des Vous aviez dit que vous me laissiez gagner aujourd'hui. Ah oui, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Est-ce qu'on peut faire un rappel si tu veux? Les scores. Bruno 3 points, Philippe Bilger 3 points, Françoise Degois 6 points, Sébastien Ménard, il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. François, puisque vous me redonnez. Mais c'est pas vrai, on t'a Les rien amis, les redonné, amis, n'importe les quoi. amis, les Qui l'a dit amis. à 3 points, s'il vous plaît. Je vais demander à Maxime. Bruno, qui c'est qui l'a dit à 3 points? Je suis favorable à la réunification du continent européen. Bruno. Bruno. Ah, c'est drôle, ça. Voilà. Et c'était sur Sud Radio ce matin. Je sais. Attendez, Bruno. Non, je l'ai pas. Ah non, C'est moi. j'avais révisé. En plus, j'avais révisé. Non, moi je l'ai écouté ce non, matin. non. Est-ce qu'on peut préparer? Cécile. On peut, c'est pas. C'est moi, là. C'est pas S'il vous non, plaît. c'est tous les trois. Bruno, Qu'est-ce que tu s'il vous racontes, on plaît. a dit maintenant. S'il vous plaît. Bruno. Bruno, est-ce que vous auriez 3 places à la prison de Béziers pour prendre 3 Ils sont totalement délirants dans la partie psy, vous voyez ce que je veux on dire, a mais j'en ai dit, 3. non, chacun prend un point, on l'a dit Allez, tous en même temps. chacun un point. Ah, bah Allez, oui. Allez, de toute façon, c'est fini. Qui a ouais. gagné? Déjà, on se demande bien qui. Eh bien, c'est Françoise Degois avec 7 points. Devant Philippe Bilger, 4 points. Bruno, s'il vous plaît, Bruno 3 points et Sébastien Ménard 1 point. Voilà. Qui a J'ai été pas sauvé fini par. Fanny, c'est déjà pas mal. Vous avez oui, fini Bruno. deuxième, bravo, au 3e. Bruno, bravo, vous n'êtes pas Fanny du tout, vous êtes plutôt très. En plus, alors vous avez quand même un handicap assez énorme puisque vous êtes au téléphone, alors que eux, là, ça vocifère, ça machin, ça truc. Vous n'êtes pas super bien installé, donc moi et puis on est je trouve que vous devriez prendre au moins 5 points de plus. Moi, je vous dis, vous On avez est gagné. d'accord. Il a gagné, Bruno. Et vu On vous l'honnêteté, embrasse. on vous embrasse, Bruno. Merci d'avoir joué avec nous et merci d'avoir participé à cette émission. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu de notre Philippe Bilger favori, La résurrection d'un grand styliste. de notre Françoise Degois adorée, Le 23 juin, tout le monde se jette dans la Seine, on va bien se marrer. et Sébastien Ménard qu'on aime beaucoup. Mon déjeuner au Sénat. Eh bien, Oh bah très alors, bien. c'est intéressant, ça. Bon appétit, bien sûr. Tu nous donnes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Merci Rémi André. Et dans quelques instants, je vais pousser un coup de gueule pour une dame qui aurait dû, à mon avis, avoir une bien plus grande carrière politique que celle qu'elle a eue. Allez, à tout. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Pour nous accompagner aujourd'hui, Françoise Degois, Sébastien Ménard, Philippe Bilger et vous au 0826 300 300 avec Aude qui vous attend bien entendu pour vous écouter, pour vous passer à l'antenne, pour s'occuper de vous. Voilà, parce que nous, on prend bien soin de nos auditeurs parce que sans eux, nous ne serions rien. Et en l'occurrence, c'est important de le dire, nous avons encore explosé les scores en matière d'écoute. Donc on a augmenté de 70%, Philippe. Absolument. Avril 2024 versus avril 2023, plus 70% d'écoutes. Et on frôle désormais les 5 millions d'écoutes mensuelles en numérique. On est à 4 853 000 de mémoire. Je dis bravo, Sud Radio, bravo, voilà. Et avec Félicitations. pas mal d'auditeurs à l'étranger, il faut les saluer quand Ouais, même. on les salue, on leur dit bonjour, Guten Tag, hello, buongiorno. Non, 4 millions 800 000. Non, vous voulez pas suivre avec moi? Buongiorno. Voilà, tout ça. L'étranger, 800 000. Les amis, on y va. Dans un instant, vous avez la parole avec Félix Mathieu.
Avec Et on parle de quoi? Un homme arrêté avant le passage de la flamme olympique à Bordeaux, un homme proche de la mouvance Incel, c'est-à-dire une mouvance qui est très misogyne, qui déteste les femmes, et il envisageait au nom de cette mouvance un passage à l'acte violent sur le passage de la flamme. Comme chaque jour, je vais remettre le clocher au milieu du village et rendre hommage à une grande dame qui vient de tirer sa révérence, Madame Marie-France Garot. Les plus jeunes ne la connaissent pas, mais elle fut candidate à la présidentielle en 1981, où elle réalisa le score modeste de 1,33% des suffrages. Mais regardons le personnage. Une femme qui avait une grande culture générale, une certaine idée de la France, puisqu'elle était une gaulliste canal historique, en ayant servi sous De Gaulle et à l'Élysée sous Pompidou comme conseillère politique au cabinet du président. Elle refusa d'ailleurs en 72 d'entrer au gouvernement, alors que les femmes y étaient si peu représentées. Marie-France Garot n'a pas fait une grande carrière politique, mais elle a eu raison pratiquement tout le temps pour les vrais gaullistes, en étant contre Maastricht, contre le traité constitutionnel européen ou en soutenant la Serbie lors de la guerre du Kosovo. Elle avait un sens de la formule et une vista sur les politiques qui peuvent faire rougir les politiques d'aujourd'hui. De Jacques Chirac, après leur rupture politique, elle affirma « Je croyais que Chirac était du marbre dont on fait les statues, en réalité, il est de la faïence dont on fait les bidets. » Sur la 5e République, Mitterrand a détruit la 5e République par orgueil, Giscard d'Estaing par vanité et Chirac par inadvertance. Sur l'Europe, l'Europe est un berceau vide où il n'y a pas d'enfants. Sur Emmanuel Macron, j'ai le sentiment que M. Emmanuel Macron n'a ni amour-propre ni lucidité. Il étale ses faiblesses avec un extraordinaire masochisme. Il a un petit côté chien battu. Il ne respecte pas la France et il est même en train de détruire le support de son existence politique. On aime ou on n'aime pas, mais quand on relit ses propos, on se dit que le niveau de la classe politique a franchement baissé depuis 50 ans et surtout que c'est tellement meilleur la politique sans politiquement correct. Merci beaucoup. Un petit mot de... Juste un mot. C'est très juste tout ce que vous avez dit, mais on oublie aussi que ça a été une femme de la politique caricaturale, tout de même des coulisses. Oui, moi je veux bien qu'on lui tresse des louanges. Elle a été l'âme damnée de Jacques Chirac, il faut quand même le dire. Allez, il faut quand même rappeler, c'est une femme très très dure. Bon, elle est très bien, mais avec des limites. Elle a dit aussi un truc très important. Elle disait que l'économie et la finance voulaient remplacer la souveraineté, et ce qui était impossible dans le monde dans lequel nous évoluons. Allez, vous avez la parole avec Félix Mathieu et direction Félix. Bordeaux. À Bordeaux, où un homme a été arrêté avant le passage de la flamme olympique, repéré et signalé à la plateforme Pharos suite à des messages inquiétants sur les réseaux sociaux. Il a reconnu en garde à vue envisager un passage à l'acte violent. Certains dans les rangs policiers parlent même d'attentat déjoué. Et la particularité de cet homme, c'est qu'il était proche de la mouvance dite Incel, autrement dit Involuntary Celibate, célibataire involontaire. Autrement dit, des hommes qui, au nom de leur célibat contraint, en viennent à détester les femmes de façon générale, avec des forums où certains disent tout le mal qu'ils pensent du genre féminin, voire parfois qui prônent ouvertement le viol, par exemple. Et justement, le mis en cause bordelais voulait passer à l'acte pour les 10 ans d'une tuerie motivée par la haine des femmes en Californie. Un tueur californien qui, à l'époque, était membre justement de cette fameuse tendance Incel. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Violaine de Philippis Abbat, avocate et cofondatrice du collectif Action Juridique Féministe. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Est-ce que ça vous surprend que cette mouvance incel qu'on trouve sur des forums puisse même conduire à de réelles actions violentes comme ça dans la vie réelle ? Malheureusement, c'est pas surprenant. Alors la tendance incel, elle a vraiment émergé dans les années 2000. Et depuis MeToo, on assiste à une recrudescence de l'activité des partisans de cette mouvance, qui considèrent effectivement que c'est la faute de la société et plus spécifiquement des femmes s'ils sont célibataires. Et puis je vous laisse deviner la suite. Évidemment, ce serait encore plus à cause des féministes. Ah oui. Philippe Bilger, c'est quand même étonnant. Moi, je tombe de ma chaise. Je n'avais jamais entendu parler de ce mouvement. Est-ce qu'il a commis des actes graves, maître ? Là, on ne sait pas encore. Non, mais je ne parle pas de Bordeaux, en général. Oui, aux États-Unis, il y a eu, je sais pas combien de en France peut-être. Vous voulez dire dans la mouvance en général ? Alors, selon l'université de Cambridge, qui a fait une étude sur le mouvement, il y a plusieurs tueries qui seraient revendiquées par des militants de ce mouvement qui nourrissent vraiment une haine envers les femmes, qui considèrent que les femmes modernes, les rejettent et que le mouvement féministe post-MeToo les empêche d'avoir des relations sexuelles et sentimentales. C'est ce qu'on appelle les masculinistes, c'est ça, ou je me trompe, maître ?
oui. C'est un mouvement qui est très très présent aux États-Unis. Sébastien, 20 secondes. Moi j'ai envie de chanter Femme, je vous aime. Merci beaucoup, Violaine. Certainement. En plus, il avait choisi la date pour les 10 ans, donc effectivement, c'était pas une coïncidence. Merci beaucoup, Félix Mazeu. Merci, Violaine de Philippi Sabat, avocate et cofondatrice du collectif Action Juridique Féministe. Vous restez avec nous dans un instant, la suite de ce programme. Vous avez vu, je change ma voix, comme quoi. Bravo, ça nous emporte. Capacité d'annoncer des sujets importants. Oui, dans 10 minutes, le tour de table de l'actu. Mon cher Philippe, de quoi parle-t-on? Anatole France. Anatole France. Françoise de Gois. Le 23 juin, tous à la flotte, sans moi. Sébastien Ménard. Mon déjeuner au Sénat. Et bien voilà, on en parle dans un instant, ça a l'air fantastique tout ça. Ouh, on a hâte. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous, les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe David. Philippe David, c'est pas des dissidents. Comment ça va bien? Ça va toujours aussi bien en votre compagnie, en celle des vraies voix. Bah oui. Même le jeudi. On a de ces discussions. Ah oui, vous avez discussion pendant qu'on parle, ça vous dérange pas? Non, excusez-nous. Excusez-nous, nous étions sur des... Non, mais on vous excuse pas, rêvez pas. Mais vous pouvez quand même juste assumer le fait que le jeudi est votre journée préférée. Non, ils n'assument pas du tout, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai, il dit ça à tout le monde tous les jours. Ah, c'est ma journée préférée. Françoise, vous dites vrai. C'est vrai, j'ai dit ça tous les jours. Aux équipes qui sont là, et c'est normal, ça les encourage. Mais je pourrais ne pas le dire du tout. C'est vrai, alors c'est ce côté positif. Oui, bien sûr. C'est d'encourager les personnes à s'engager dans cette émission, à donner le meilleur d'elles-mêmes et de voilà. Alors c'est une émission qui est bien meilleure, c'est le mardi. Comment envoyer un skull à Sébastien Ménard? Comme par hasard le mardi. Sécurité, Sébastien Ménard est là, merci beaucoup. Allez, tout de suite le tour de table de l'actu. Bonjour les enfants. Vas-y, de quoi tu veux qu'on parle? Comme je ne connais rien au sujet, je pourrais être tenté d'en parler abondamment. T'as quelque chose à dire? Je suis Darmanin. Je ne suis pas très éloigné de Gérald. Ah bon? Oui. Le tour de table. De l'actualité. On en dit des bêtises. Il choisit bien, Maxime. Il est excellent, Maxime. Je suis à mon meilleur sur les poils pubiens et là-dessus. Mais plus sérieusement, très rapidement, ma chère Cécile et Philippe, j'aime bien ces moments où la littérature devient éclatante. Parfois, elle baisse et tout à coup, des écrivains reviennent dans la lumière. C'est le cas d'Anatole France qui a bénéficié du prix Nobel, qui a écrit notamment un livre formidable, Les dieux ont soif sur la Révolution, et qui bizarrement a été critiqué à l'époque à cause non pas de son style magnifique, limpide, français, voltairien, mais à cause de sa distance, de son ironie, de sa froideur, au fond des dispositions qui sont revenues à la mode. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on relit avec plaisir Anatole France, et je ne saurais trop vous inviter à le faire. Oui, je suis absolument d'accord avec toi et avec vous, mon cher ami, parce que c'est une littérature qu'on ne lit plus, en fait. Ouais. Il faut quand même être clair. Il y a beaucoup de ces très grands auteurs qu'on ne lit plus. Il y a Paul Valéry, par exemple, qu'on ne lit plus. Claudel, on ne lit plus Claudel. On devrait dire, lisez le théâtre de Claudel. Je sais très bien que il vaut mieux parler des faits divers dans les médias, ou il vaut mieux parler des sujets Shabada ou Doudou, que de parler, comment dirais-je, du goût pour la littérature. Mais sachez, les petits qui nous écoutaient, et tous les gens qui nous écoutent, qui ont notre âge, savent que pour former un être humain, il faut lire. Voilà. Et inlassablement, on peut mener ce combat au moins une fois par mois dans les vraies voix, de rappeler qu'il faut lire, les amis. Et moi, j'ai même plus assez le temps de lire, et ça me manque. On en a parlé hier, puisqu'une auditrice disait qu'effectivement, pour l'intelligence et pour le développement personnel, la littérature était la compréhension du monde. Vous rentrez dans les personnages, c'est exceptionnel. Sébastien Ménard. Et lire ou relire Anatole France, c'est aussi, dans une période de relents antisémites, quelque part, un moyen de comprendre ce que c'est que le vivre ensemble, ce que c'est que la France, et parce que rappelons que ce grand auteur, comme le dit Philippe Bilger, prix Nobel de littérature en 21, a été l'un des grands défenseurs, et c'est peu connu en fait, de Dreyfus. Bien sûr, bien sûr. Alors moi je regrette quelque chose, puis si je peux dire quelque chose, d'avoir lu des livres quand j'étais jeune, de ne pas avoir pris de notes
pour les relire aujourd'hui et voir si les notes correspondent toujours à ce que... Ça, c'est vrai, vous avez raison. Ça aurait été hyper intéressant. On a quand même des livres... Vous avez raison, Cécile. Les livres qui résistent à une relecture... entre beaucoup d'années entre eux, sont des grands livres. Il y a un moyen de le faire, Cécile, je vous donne un petit tuyau. Il y avait un truc pour les feignants, et parfois il m'arrivait d'être un peu feignant, même si j'étais souvent le premier de la classe, vous le dites souvent, et c'était vrai. Mais il y a un truc qui s'appelait les profils. Voilà. Et en fait, les profils de chez Hatier. Voilà, bien sûr. Et en fait, ce qui est assez intéressant, moi j'ai fait la comparaison, quand vous fouillez dans les brocantes, etc., vous pouvez racheter un profil du neuf qui va avoir 25 ou 30 ans, et vous le comparez avec le profil du neuf. Et vous voyez l'évolution sociétale dans l'interprétation des textes. Et en même temps, quand vous relisez tous vos Lagarde et Michard de notre enfance, et bien en réalité, les grandes... Mais oui, mais ça date, mais c'est notre vie. C'est notre vie, la première. Lagarde comme prof, insupportable. Non, mais peut-être, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les grandes œuvres résistent tout à fait au temps. Moi, honnêtement, il y a des livres de chevet comme ça, évidemment, Mémoire d'Adrien et les Buddenbrock de Thomas Mann, qui sont magnifiques. Je peux les relire 4 ou 5 fois. Excusez-moi, mais c'est de la bouillie par rapport à Libre Propos d'un inclassable ou L'homme qui n'avait pas d'amis, Philippe Bilger ou Françoise de Gaulle. Le problème, c'est qu'on s'est jamais attaqué au roman parce qu'on sait qu'on sera jamais des grands romanciers. Je demande à notre réalisateur, en fait, on s'est trompé de générique. C'est le générique d'apostrophe qu'il a fait. Allez. On fera jamais aussi bien que Pivot, c'est impossible. Absolument. Allez, Françoise de Gaulle, de quoi parle-t-on avec vous? Plouf. Un grand plouf. Alors écoutez, moi je dis qu'il y a quand même une forme de courage dans ce qui est en train d'arriver. Anne Hidalgo, je sais que vous pouvez pas la blairer, mais globalement, je ne sais pas vous dont je parle. Je très bien Philippe David. Je le vous vois, vous et vous-même, Philippe et David, vous pouvez pas la blairer, c'est évident. Et donc tous les moyens sont bons. En tout cas, elle annonce que le 23 juin, elle va se jeter dans la Seine. Et Emmanuel Macron fait savoir qu'il se jettera aussi ce jour-là dans la Seine avec la maire de Paris. Qui va essayer de noyer l'autre? J'attends de voir si c'est possible. Et Laurent Nunez sera également de la partie et devrait se jeter dans la Seine le 23 juin pour montrer... Ils ont un mois pour faire du sport. Non, ils ont un mois pour prendre des vaccins aussi. Pour civiliser un peu. Pour des antibiotiques en préventif, tout. Et en fait, je dis ça pourquoi? Parce que ils ont décidé de le faire. Anne Hidalgo a décidé de le faire. Ceci dit, je regardais un reportage ce matin, je trouvais ça délirant. Ils sont en train de faire des analyses sous le pont Alexandre III, où vous savez, il y aura le triathlon. Bon. C'est pas génial, c'est beaucoup moins bien que ce qu'ils avaient prévu, ça prend trop de temps. Pourquoi? Parce qu'il a plu énormément. Je vous laisse imaginer le désastre. Je vous dis tel que je l'ai entendu. Les stations d'épuration ont débordé dans la Seine. Donc vous imaginez ce qui traîne dans la Seine, matière fécale, etc. Un spécialiste a expliqué que toutes les péniches, a priori, les WC des péniches au bord de la Seine, a priori étaient raccordées quasiment toutes, mais on n'en était pas tout à fait sûr. Donc, ce que vous risquez, c'est quand même des staphylocoques, vous risquez des avec les rats. Vous risquez également des plaques, etc. Mais en tout cas, tout le monde compte sur le fait qu'il va moins pleuvoir pour que les taux, si vous voulez, de contamination soient beaucoup moins forts. Je trouve quand même que, écoutez, c'est quand même classe. La maire de Paris, le président de la République, le préfet de police qui disent OK, on y va. Moi, je trouve ça pas mal. Franchement, l'affiche est dingue. Non, plouf de manière indubitable. Et vous, plouf? Non, absolument pas. Moi, j'ai l'océan à Biarritz avec une qualité de l'eau, un pavillon bleu, c'est plutôt pas mal. Et je laisse donc ma place. Je passe mon tour. Alors, pour info, Laurent Nunez a annoncé que les commandants de police de la réserve citoyenne seraient appelés pour venir se baigner avec lui. Je m'en fous, je suis réserve opérationnelle. J'ai vu les réserves opérationnelles, il reste baigner avec lui. Philippe Bilger, vous y allez pour vous baigner avec Cécile de Bénibus? Si vous me prenez par les... Non, mais c'est pas... Sérieusement, mais en tout cas, ça a du sens. J'espère qu'ils n'iront pas coûte que coûte, même si... voilà, je pense qu'ils sauront reculer. Voilà, si les analyses ne sont pas très bonnes, ils sauront reculer parce qu'ils vont pas mettre en danger leur vie. Il faut pas non plus exagérer. C'est des personnages importants. Le président, la maire de Paris, le préfet de police. On peut pas prendre ce risque. En tout cas, ce que disait le spécialiste sur la pollution, il disait, a priori, on devrait arriver à un taux de pollution acceptable. Et surtout, la seule chose que je vais leur conseiller, ne riez pas, c'est éviter de boire la tasse. C'est super rassurant. Et mettez un slip en plomb. C'est ça aussi. N'a-t-on pas intérêt à désigner comme envoyé spécial Sud Radio Françoise de Gaulle? Bien sûr, moi je les jette, je leur mets la tête sous l'eau à tous. Philippe David. Non, moi je suis un peine à jouir.
C'est pas possible, mais on n'en sortira jamais. Et on insiste. Non, jamais. Mais ça sert à rien, je crois que c'est perdu. Voilà. Votre famille nous l'avait dit, hein, Philippe David, mais bon, vous ne voulez pas le croire. Allez, on fait une petite pause. On revient dans un instant et vivement que l'on sache de quoi va parler Sébastien Ménard. Un truc super intéressant qui passionne la France. Déjeuner au déjeuner Sénat. des sénateurs. C'est le très universel. Très universel. De Guéret à Landerneau, tout le monde attend ce sujet. La France Vraiment, j'adore. est à l'arrêt total. Reprenons et retenons notre souffle vivement qu'il parle. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix et merci de nous accueillir chez vous régulièrement. Nous sommes très heureux, de plus en plus nombreux autour de cette émission et de la radio dans sa totalité. Donc merci beaucoup. Ouais. Je vais me réveiller quand j'ai fini. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, Sébastien Ménard. On est ravis de vous accueillir avec Philippe David. Le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Énorme teasing avant la pub. Énorme teasing avec cette phrase. Mon déjeuner au Sénat, 3 petits points. Que s'est-il passé, Sébastien Ménard? Silence, la France. La France en ce moment. Et que la France soit rassurée, mon déjeuner au Sénat. J'ai mangé des patates. Non, soyons sérieux deux secondes. Allez-y. Mon déjeuner au Sénat à l'invitation du sénateur Max Brisson de mon département, les Pyrénées-Atlantiques, s'est bien déroulé. Pourquoi je voulais en parler? Parce que on a souvent tendance à entendre nos concitoyens à dire que finalement, ce qu'on appelle la chambre haute, le Sénat ne sert à pas grand-chose, qu'on y déjeune bien, qu'on y dort beaucoup et qu'on n'y fait pas grand-chose. Et c'est tout le contraire. On y bosse beaucoup, on y mange bien, c'est vrai. Mais j'ai été agréablement surpris. Ça faisait probablement 2 ans que je n'y étais pas allé. Donc, c'est-à-dire la dernière fois, c'était avant le renouvellement d'il y a quelques mois. J'ai croisé la secrétaire générale d'un grand groupe média qui était auditionné par des sénateurs. J'ai croisé des sénateurs qui auditionnaient une personnalité ecclésiastique importante, etc. Et je me suis surtout rendu compte, en y passant un peu de temps, c'est vrai, déjeuner d'1h30, mais j'y suis resté plus de 3 heures, de la parfaite connexion de celles et ceux que j'ai pu connaître dans une vie antérieure, mais qui sont aujourd'hui sénateurs, donc parlementaires de la nation, leur parfaite connexion au réel et au terrain. Et je voulais rassurer une partie de celles et ceux qui doutent, qui disent que ça coûte cher, que ça sert à rien, etc. Moi, je pense qu'ils ont une utilité dans le contexte dans lequel nous vivons. Ils connaissent notre territoire, ils connaissent la quotidienneté des Françaises et des Français, et ils permettent probablement aussi de réorienter un peu, parfois passionnément, les débats politiques en cours avec sagesse et sérénité. Donc bravo au Sénat, et je suis très 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 heureux d'avoir partagé ce moment de convivialité, d'échange au Sénat aujourd'hui. Philippe David avait une question. Qu'est-ce qu'il y avait dans votre assiette? C'est tout ce qui l'intéresse. C'est tout ce qui l'intéresse. Non, mais bravo Sébastien, vous êtes passé de votre déjeuner au Sénat vers une forme d'universalité, sans ironie, mais simplement, ça fait déjà quelques années que l'image du Sénat a changé. Oui, d'abord le Sénat s'est particulièrement rajeuni. Le Sénat fait de la politique, alors j'ai même envie de dire qu'aujourd'hui le Sénat c'est probablement la force d'opposition la plus importante, parce que quand je vois la capacité de sénateurs exceptionnels comme notre amie la sénatrice communiste dont le nom m'échappe à l'instant, Éliane Assassi, que j'adore parce qu'elle est puissante, parce qu'aussi le groupe LR est puissant, il existe, il a une colonne vertébrale, il sait de quoi il parle, il a un parti pris, le groupe des Républicains, le groupe socialiste, il a un parti pris qui est mené par Caner. Moi je trouve qu'il y a un bouillonnement depuis quelques années, probablement en miroir avec la dureté, la verticalité d'Emmanuel Macron. Je pense que le Sénat s'est réveillé aussi parce qu'on a un président extrêmement vertical, et je trouve que heureusement qu'il y a des sénateurs pour ne pas enterrer l'affaire Benalla. Heureusement qu'il y a des sénateurs pour faire des commissions d'enquête sur le groupe de communication dont je ne me souviens même plus le nom tellement ils sont insignifiants, mais qui nous ont coûté tellement cher, McKinsey. Heureusement qu'il y a des sénateurs. Ils sont de plus en plus saillants, bien plus parfois que
que les députés. Donc vous avez raison. Ceci dit, ça coûte très cher. Et puis le Sénat, il a quand même un super trésor de guerre. Il est assis sur un tas d'or. Ça serait bien qu'il le partage un petit peu de temps en temps. Avec les vraies voix. Avec les vraies voix, oui. Voilà. Ouais, ça serait pas mal. C'est peut-être un petit peu opaque pour les Français, justement. L'Assemblée nationale, oui, on les voit un peu plus. Ils sont à la télé en direct et tout. Mais les sénateurs existent. Les sénateurs existent. Ils travaillent très bien. Ils ont une chaîne Public Sénat qui fonctionne très bien, qui fait de la très bonne info aussi. Et puis surtout, voilà, quand vous rentrez au Sénat, c'est tout simplement sublime parce que vous pouvez aller chercher le fauteuil de Victor Hugo, parce que vous êtes dans l'histoire, parce que vous êtes sur le jardin du Luxembourg, et puis parce que vous vous dites, ok, c'est une anomalie démocratique peut-être, mais après tout, on a 2 chambres. Voilà, on a 2 chambres. Et c'est pas le problème. Notre problème démocratique ne vient pas du Sénat. Notre problème démocratique vient de la trop grande puissance du président dans la 5e, je pense. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai 2 chambres chez moi. Oui. Et c'est donc un 3 pièces. Un service 3 pièces. Écoutez, vous sortez, Françoise de Gois. Vu le niveau, vous sortez. Mais vous avez un niveau. De toute façon, c'est vous qui me dites ça. Mais j'en peux plus de vous. Moi non plus. Est-ce que moi j'en peux de vous, Françoise de Gois. Est-ce que moi j'en peux de vous? On continue. On est obligé. J'en peux plus. Je vais devoir prendre des vacances. On pourrait peut-être envoyer au Sénat d'ailleurs, Françoise de Gois. Sénatrice de Gois. Madame la sénatrice. Ouais, j'adorerais ça. Ça vous irait très bien. Avec Ménard, je lui foutrais des coups de bâton toute la journée. Allez, les amis, il nous reste assez peu de temps pour envoyer la pub, comme on dit. En attendant, la tête de liste du RN et le Premier ministre vont s'affronter ce soir sur France 2 dans le cadre de la campagne des élections européennes, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que Attal et Bardella représentent la nouvelle génération des politiques? Est-ce qu'ils sont quelque part en train de ringardiser Macron et Marine Le Pen? Est-ce que vous les imaginez face à face en 2027? Et à cette question, débat Attal-Bardella, la nouvelle génération de politiques est-elle crédible? Eh bien vous dites non à 79%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et on sera ravis de vous accueillir. On fait une petite pause. Bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Jusqu'à 18h, jusqu'à 19h, vous avez la possibilité, bien entendu, de nous appeler au 0826 300 300 avec Philippe David. Il tient les comptes des auditeurs qui appellent. Oui. D'ailleurs, le sondage a un peu bougé, mais c'est pas grave. Le sondage a un peu bougé. Allons-y tout de suite avec Françoise de Gois, Philippe Bilger et Sébastien Ménard. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Monsieur Bardella, je ne vous ai pas coupé. Écoutez, je ne sais pas qui vous a élevé. Moi j'étais bien élevé. On laisse finir les phrases quand quelqu'un a commencé. On est en 2024. Vous avez beaucoup d'avance. Un peu de respect, monsieur Bardella. Communiste. Le respect, en 2024. Le respect. Vous parlerez de respect. C'est pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. Et ils ont entre 35 et 28 ans. Le Premier ministre Gabriel Attal va débattre ce soir avec le président du RN, Jordan Bardella. Émission aux allures de débat d'entre-deux tours d'une présidentielle. Les autres listes se sentent lésées par cette confrontation qui met en scène un duel alternatif à l'affiche Macron-Le Pen de 2017 et 2022. Alors parlons vrai. Est-ce que Attal et Bardella représentent la nouvelle génération politique? Est-ce qu'ils sont en train de ringardiser Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Les imaginez-vous face à face en 2027? Et à cette question, débat Attal-Bardella, la nouvelle génération de politique est-elle crédible? Vous dites désormais non à 78% au lieu de 79%. Ça n'a pas beaucoup bougé, mais ça a quand même bougé. Philippe Bilger, d'abord, qui va regarder ce duel? Moi, bien sûr. Ça, Sébastien. Intérêt, évidemment. Avec intérêt. Bien sûr. Aude, notre réalisateur, est-ce que vous allez regarder? Oui, peut-être. On me dit oui, non. On dit oui, non. Et Philippe, vous allez regarder? Je vais essayer, oui. Oui, voilà. C'est intéressant. On a envie de savoir si vous allez regarder ce débat. Philippe Bilger, cette question de cette ultra jeunesse, parce que forcément, vis-à-vis de la classe politique, ils sont très très jeunes. Est-ce que c'est crédible ou pas? Alors, tout dépend ce qu'on appelle crédible. Je trouve que, sans risquer l'ironie de Françoise, je considère que les deux sont évidemment des personnalités jeunes.
dans un registre un peu différent, mais toutes deux talentueuses. Mais par rapport à le passé, et même par rapport, pas par rapport à Emmanuel Macron, Marine Le Pen, qui eux-mêmes me semblaient très inférieurs à certains politiques de grande classe d'avant. Je pense à Valéry Giscard d'Estaing ou à François Mitterrand. Ce qui me paraît les faire se ressembler, c'est le fait que, qu'on les aime ou pas, ils sont évidemment très superficiels l'un et l'autre. Je veux dire par là que ça n'est pas d'eux qu'on aura une profondeur de la vision politique et que profondément l'un et l'autre, au fond, vont devoir faire preuve d'une séduction qui ne sera pas liée à une culture générale, qui ne sera pas liée à une intelligence exceptionnelle et qui courra le risque, à mon avis, d'être déroutés si des questions imprévisibles leur sont posées. Donc, du talent, pas de l'avenir immédiat, mais pas non plus de la médiocrité, mais rien à voir avec la qualité d'antan. Françoise Degois. Moi, je pense qu'ils sont le produit de leur génération, et puis même si ça m'écorche de le dire, et pour Attal, et pour Gabriel Attal, et pour Jordan Bardella, ce sont les deux phénomènes politiques en France. Imaginez que Jordan Bardella a 28 ans. Il a déjà mené une campagne victorieuse il y a 5 ans aux européennes, et de quelle manière? Ce soir, dans notre rolling, il est donné à 33%. Ouais. Moi, je ne m'arrête pas aux chiffres. Je regarde les ventilations. Je regarde où Jordan Bardella se trouve et à qui il plaît. C'est délirant. Il plaît à tout le monde. Bien sûr. À partout. Donc, bien sûr, on peut dire la vacuité, etc. Mais j'aime à dire à mes camarades socialistes, par exemple, que attaquer Bardella sur sa vacuité, ça va pas aller très loin. Parce qu'il y a autre chose qui s'est installé entre Bardella et notamment la jeunesse, mais les catégories supérieures, c'est complètement incroyable. Ce que disait Frédéric Dabi. C'est vrai qu'il prend un peu partout. Hein. Il n'y a plus de terrain incognita pour lui. Pire, vous avez vu, il est passé inaperçu, mais le sondage Opinionway qui est sorti dans l'opinion est encore plus parlant. 59 ou 60% des électeurs de Marine Le Pen souhaitent que ce soit lui qui soit le prochain candidat en 2027. Donc pour moi, j'ai pensé à vous. Je l'ai toujours dit, idem pour Gabriel Attal qui touche dans toutes les catégories. Donc les vrais phénomènes, c'est eux et probablement même Bardella plus encore que Gabriel Attal, parce que vous vous rendez compte qu'il a 7 ans de moins que Gabriel Attal. C'est délirant. Et dernier point, j'ai fait partie des gens, mais on n'est pas d'accord depuis des mois, qui pensent qu'on a un saut générationnel en 2027. Je pense que Mélenchon ne sera pas candidat, pas plus que Marine Le Pen, évidemment plus Emmanuel Macron. On va avoir un changement d'affiche cyclique, comme la France aussi les aime, contrairement à ce qu'on pense. Sébastien Ménard. Alors, je souscris, mais totalement à ce que dit Françoise Degois. C'est-à-dire que, ils sont la nouvelle génération, clairement. Et ils sont... Et on va faire un saut. On avait déjà fait un saut avec Emmanuel Macron en 2017, puisqu'on a sacrifié quelque part toute une génération de quinquas. Les copés, les machins, c'est... Mais même avec Sarkozy, en 2007, on a oublié qu'on avait fait aussi un saut avec Sarkozy. On avait fait un saut, mais vous aviez encore un attelage, je dirais, de politique qui avait de l'expérience, une histoire, etc. Là, Macron, déjà, les quinquas, à la trappe. Là, ce qui est en train de se passer avec Attal et avec Bardella, c'est les quadras. Voilà, donc ils ont 28 et 35 ans, voilà, donc là c'est les quadras, à la trappe aussi. La réalité c'est qu'ils sont la nouvelle génération, c'est qu'ils sont incontournables, c'est qu'ils sont dans le débat, après on peut dire ça manque de densité, de profondeur, d'épaisseur. C'est vrai. Je vous comprends mon cher Philippe Bilger. Mais ça fera des centaines de milliers de gens qui vont regarder ce soir. Voilà, des gens qui vont regarder. Et surtout, est-ce qu'ils sont moins crédibles que d'autres? Je ne le crois, mais pas du tout. Non, quand on voit, je vais aller au bout, Cécile, s'il vous plaît. Quand on voit le niveau de la classe politique dans sa globalité, mon cher Philippe Bilger, que peut-on reprocher à Gabriel Attal et à Jordan Bardella? Voilà, il y en a un qui a plus quelque part mes suffrages que l'autre, mais force est de constater que l'un comme l'autre sont incontournables, brillants, performatifs dans le registre et dans quelque part l'exercice qui leur est imparti. Mais pourquoi j'ai dit ça? Pardon de rebondir, on a posé cette question avec Philippe David, parce que forcément ces équipes, et vous l'avez dit Sébastien Ménard, sont entourées de
d'experts qui ont à peu près leur âge, parce que c'est pareil autour, vous sentez que quand même il y a une nouvelle génération. Quand vous voyez aujourd'hui l'âge des parlementaires, ils sont extrêmement jeunes. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur le discours de quelqu'un qui parle d'un passé qu'il n'a jamais connu en fait? Absolument. Mais vous avez raison, je suis moins enthousiaste tout de même que Sébastien. Brillant, extraordinaire. Non, ils sont pas brillants, non. Ils sont profondément superficiels. Mais dans l'exercice politique, et je suis désolé, ils sont brillants. Non, de communication. Et d'autre part, tous les quinquas n'ont la politique, c'est de la communication. Tous les quinquas n'ont pas été balayés par Sarko. Heureusement, il en reste. Non, mais je ne parle pas de Sarko. J'ai parlé. Vous disiez que les quinquas ont été balayés. Mais par Emmanuel Macron en 2017, bien sûr que oui. Je voudrais dire que il y a toute une génération de quinquas qui aspiraient à la présidence de la République, qui ont été nettoyés. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui Jean-François Copé candidat à la très bien. Mais absolument pas. En tout cas, absolument pas. Parce que des gens brillants et intelligents, il n'y en a pas beaucoup. D'abord, ces jeunes. Philippe et moi déjà. Ouais, c'est ça, oui. Voilà. Ces jeunes loups ne sont pas vraiment différents dans le comportement, et d'ailleurs il y a une ressemblance qui est quasiment maléfique, j'ai envie de dire, entre Bardella et Chirac. Quand vous regardez le jeune Bardella et que vous regardez les photos du jeune Chirac, la mâchoire carrée, la truc comme ça, la taille, on dirait Chirac. Je pense que c'est dans l'imaginaire collectif, je pense que ça joue aussi le fait que il ne fait pas peur il n'est pas considéré comme un candidat d'extrême droite, Jordan Bardella. Et donc moi je suis assez frappé. Le jeune Chirac était aussi faible et aussi superficiel que ne l'est Bardella ou que le sont Gabriel Attal. C'est aussi la vie et l'expérience qui fait les hommes politiques. Moi, je vois aussi, pour bien travailler dans le milieu politique, je vois bien à quel point, quand vous parlez par exemple de la grotte d'Ouvéa, si vous voulez, à la jeune génération, même les mecs qui ont fait Sciences Po, vous avez un peu peur parce qu'ils savent même pas de quoi on parle. Donc ça, c'est ça le sujet. Ça, c'est ça le sujet. Donc ça veut dire qu'ils sont assez intelligents les uns et les autres. Les références sont compliquées. Voilà. Ruffin a beaucoup plus de culture, par exemple, parce qu'en plus il a une culture journaliste. Je pense qu'il sera dans l'histoire. Je pense qu'il y aura probablement un ticket. Si Glucksmann marche bien, Glucksmann a de la culture, il a du fond, etc. Bellamy a du fond aussi. Donc on peut pas dire que on est dans un océan, si vous voulez, de vacuité. Mais je pense que les reproches qu'on fait à Bardella ou à Attal aujourd'hui, c'était les mêmes que Mitterrand faisait à Chirac. Quand il voyait Chirac, il avait l'impression de voir un moulin à vent. Est-ce que vous avez vu, vous avez remarqué quelque chose? Mais il avait compris que cet homme-là serait président. Physiquement, on n'a que de beaux mecs. On a Glucksmann qui est beau, on a Gabriel Attal, et au vrai voix. Non, mais c'est important ce que je dis. On a l'impression aussi qu'on trouvait. C'est très juste, ma chère Cécile, même si on ne partage pas forcément votre conception de la séduction. Non, mais Valérie Ayé est une jolie femme. Oui, non, mais il y a un truc. Il y a un truc qui est en train de se transformer, je trouve. Moi, je sais c'est pas. peut-être complètement débile ce que je dis. Je pense que Sarko avait un charisme fou. Je pense que Ségolène était très belle en 2007. Je pense que VGE était super canon en 74. Chirac était canon. Mitterrand, quand il était jeune, il avait une vraie allure. Il était classe. Donc, moi, je trouve pas que la classe soit plus belle. Je vois pas du tout une évolution. Non, mais je dis pas qu'elles sont plus belles. Je dis que tous ceux qui émergent aujourd'hui sont plutôt, mais comme à l'époque, sont plutôt charismatiques. Vous avez raison, Cécile. Je pense que l'aptitude à la séduction devient un critère politique. Pas d'aujourd'hui. Oui, mais plus aujourd'hui. Deuxième élément, Françoise, vous avez dit très justement que Jordan Bardella était apprécié dans toutes les catégories. Au fond, ça renvoie à ce que j'appelais superficialité. Pourquoi est-il apprécié par beaucoup de catégories? C'est sur sa belle mine. Et dans belle mine, je mets beaucoup de choses. Bien sûr. Et la grande différence avec Chirac, c'est qu'il s'énerve parfois un peu moins, sauf quand un jeune Desfontaines le renvoie finalement à sa Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, je pense que pour la première fois, Jordan Bardella est en train de donner des signes de fébrilité et que, heureusement pour lui, que la campagne se termine dans 3 semaines. Parce que je l'ai trouvé extrêmement mauvais pour la première fois lors du débat de LCI, avec des vraies failles. Je ne sais pas si ses adversaires ont compris qu'il fallait les exploiter. Extrêmement arrogant, une incroyable capacité à essayer de se situer au-dessus de la mêlée, très agacé plus que d'habitude
sur les questions de l'Ukraine. Ça n'est pas parce qu'il ça n'est pas parce qu'il est fatigué, c'est que je pense qu'en plus de ça, il porte le poids du leader, donc c'est toujours très compliqué. Mais il y a quelque chose de très fort. Et puis il faut savoir aussi que Bardella, il joue aussi contre son propre camp. Il est détesté au sein du Rassemblement national, à part par sa petite équipe. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ces 2 heures passées. On s'est éclaté. Hyper intéressantes avec vous. Absolument. Merci. C'est qui le plus beau? C'est mon mec. C'est Philippe Bilger. J'aurais essayé, mais c'est indiscutable. C'est Philippe Bilger avec ses yeux de poupon. On peut pas le nier. Enfin, ce sont mes mecs, parce qu'il faut faut faire croire que. C'est bon, arrêtez vos délires. Quoi, voilà, c'était. Quand on a un servi de 3 pièces, il faut l'utiliser, non? Merci Françoise. Merci Philippe Bilger. Merci Sébastien Ménard. Merci à tous. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va vous parler mobilité, bien sûr. Et le président du directoire d'Indigo sera avec nous et la présidente d'ABB Mobility aussi. Et on reviendra aussi sur le camping caravaning. C'est le moment pour acheter puisque vous allez partir en vacances. On va tout vous dire. Allez, à tout de suite.